Le rôle des soldats est alors de patrouiller régulièrement, de surveiller les allées et venues de la population. Et dans les zones dites interdites, de tirer sur tout ce qui bouge. Les appelés sont plongés dans un conflit dont ils découvrent la violence. Les photos des 20 soldats morts dans une embuscade en mai 56 dans les gorges de Palestro, égorgés, émasculés, ont suscité l'effroi parmi la troupe. Quand on rentrait dans une grotte, quand on rentrait dans un souterrain, il y avait la peur de se trouver avec le bout d'un canon de fusil juste en face de soi. Mais il faut quand même aller chercher l'ennemi à la fourchette à escargot, sous les cailloux, dans les grottes. Mais ça, c'était très éprouvant. Oui, il y avait la peur d'être gravement blessé. D'être tué, c'est un concept. Vous n'avez même pas le temps de vous en rendre compte. Mais être gravement blessé, ça, on avait très peur. Une balle dans le ventre. Pas bon. Pour les soldats, piégés à la poursuite de rebelles insaisissables, faire la guerre, c'est avant tout, sous une menace permanente, crapahuter, sortir la nuit, tendre des embuscades. Dans ces opérations, on est là pour plusieurs jours. Donc, on emporte à manger, on emporte nos rations, on emporte des grenades, on emporte des munitions. Dans la journée, il pouvait faire chaud malgré tout. Et puis après la nuit, alors, il fait moins 2, moins 3, moins 5. On est par terre, parfois dans la neige ou dans la flotte, il pleuvait beaucoup. Puis parfois il faisait plus froid, donc c'était de la neige. Et là, il faut avancer dans la boue, dans les caillasses. On a tous perdu du poids. Moi, j'ai perdu 12 kilos. Je suis parti à 75, je suis revenu à 63. On rentrait en cantonnement, mais on dormait dans les camions. Puis on était à quelques kilomètres de l'arrivée. On dormait. Une surprise, je me remets encore. Il y a eu un coup de feu. Et puis, ça y est, ça a été le mitraillage. C'est quelque chose d'affreux. C'est la panique totale. Les Algériens étaient au-dessus de la route, ils étaient, les Félagas, ce qu'on appelait, étaient en position de force. Ils avaient un fusil mitrailleur, et puis d'autres fusils. Et voilà, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, hein, mais c'est quelque chose d'affreux parce qu'il y a plein de morts, hein, 12 victimes sur 48. Et voilà, il y en a qui appellent leur mère, c'est quelque chose d'affreux. Du moment qu'il y a une guerre et qu'on organise une guerre, il y a obligatoirement, malheureusement, des viols, des tortures et des victimes. De temps en temps, je me le suis dit, ça, que je me comparais aux Allemands qui nous occupaient pendant la guerre. J'y ai pensé à ça. On a eu un accrochage, on a eu des morts. Bon, allez, mise à sac du village, c'est-à-dire qu'on enfonce toutes les portes sont fermées à clé, on enfonce les portes, et on pille ce qu'il y a dedans, on casse, etc., pour influencer la population. Il suffit qu'on vous mette une arme dans les mains, des rangers, une casquette, face à la population qui regardait ces jeunes sortir des camions, on était des sortes de voyous en uniforme, voilà. Tranquillement, les mains sur le ceinturon, et puis on regardait les gens, et bien sûr les gens, voilà. Vous voyez, on y croyait. On y croyait. On savait qu'on était les durs, quoi. Et en plus qu'on avait tous les droits.
Face à des rebelles mobiles qui se fondent dans la population, l'arme suprême a toujours été celle du renseignement. Les rebelles, ils se fondent dans les villages à certaines époques, ils se fondent dans les grottes, dans les forêts. On n'a pas, comme en 14, en face de nous, des ennemis à découvert. C'est leur astuce et leur force. Donc on est obligé de leur faire peur. On allait faire des virées dans certains villages pour rechercher dans les mechtas et les maisons les fusils de chasse. On voulait leur faire cracher où se trouvaient leurs fusils de chasse, s'ils en avaient. Est-ce que vous avez été en contact avec les félagas? Vous êtes certainement en contact avec eux. Parce que comment les félagas se nourrissent-ils? Il faut bien qu'ils fassent appel aux paysans pour se faire nourrir. Donc il y a des villages qui les nourrissent. Donc on vous fait parler. Boutout, ce petit berger, il garde ses vaches. Tout d'un coup, il voit surgir de la forêt des soldats en armes, en casque. Il prend peur, il s'enfuit, on lui court après, on le rattrape, on l'arrête et on l'accuse d'avoir voulu prévenir des félagas. On le ramène au camp et on veut le faire parler. La nuit, je suis sous la guitoune, prêt à m'endormir, j'entends des hurlements épouvantables. Je crois que ce sont des chacals qui ont envahi le camp. Et le lendemain, j'apprends que c'est en fait le gosse qu'on avait ramené qui a été passé à la magnéto. J'ai pris la photo de ce gamin. Je me suis dit, ça c'est pas possible, il faut que je montre ça en France. Comment est-ce que des officiers français en sont arrivés à torturer un gamin de 13-14 ans? Les plus hauts gradés ferment les yeux sur des méthodes déjà éprouvées en Indochine. La guerre du renseignement se gagne par tous les moyens. Une fois interrogés, les prisonniers doivent être libérés, internés ou incarcérés avant de passer devant le tribunal. Mais les militaires ont parfois préféré des méthodes plus expéditives pour régler le sort de certains prisonniers. Méthode héritée, une fois de plus, de la guerre d'Indochine. Et puis ils descendaient du véhicule, et puis ils étaient exécutés dans le dos. On leur tirait dessus quand ils partaient. Certains essayaient de courir, mais ça suffisait pas. Ils étaient soit blessés, soit tués immédiatement.